À l'instant, Carole, vous êtes géopolitologue. Géopolitologue, vous essayez de comprendre les rapports de force qui se déroulent au Moyen-Orient. C'est une région qui vous fascine précisément parce que, dites-vous, il y a une concentration de toutes les contradictions du monde sur ce territoire assez exigu finalement. Vous aimez les arts, vous aimez le cinéma, vous aimez la littérature, vous avez l'amour des textes et vous ajoutez vraiment le Moyen-Orient ressemble à une pièce de Shakespeare. C'est un auteur à qui vous vouez un amour inconsidéré. Comment vous arrivez à faire un parallèle entre d'un côté Shakespeare et le Moyen-Orient ? La complexité, ça résume tout. La complexité, les tragédies humaines, les rapports de force, l'ambiguïté, la nuance et, on va dire, le kaléidoscope. Merci beaucoup. Hakim El-Karaoui, vous êtes à la tête de Volencia. Volencia, c'est une société conseil en stratégie. Vous êtes entrepreneur, mais vous êtes également essayiste. Votre dernier livre vient de paraître et je vous le conseille, Israël-Palestine, une idée de paix. Vous êtes normalien et vous êtes agrégé de géographie. Et vous avez écrit, il y a quelques jours seulement, un article retentissant, je pèse mes mots, retentissant parce qu'il a été repris, cité dans de nombreux journaux, notamment par Pierre de Gasquet dans Les Échos. Vous affirmez dans cet article-là, et c'est pratiquement le titre, « La paix de Trump n'aura pas lieu ». On a pourtant entendu toutes les trompettes de sa gloire jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela ? Parce que malheureusement, ce n'est pas une paix, c'est un cessez-le-feu. Ce qui est bien, ça a permis le retour des otages, ça a permis le retour d'un certain nombre de prisonniers palestiniens, mais la paix, c'est quand on donne une perspective politique aux uns et aux autres, et là, malheureusement, c'est un cessez-le-feu qui est écrit dans le langage d'un des camps, et la guerre va reprendre. Sans consultation de l'autre camp ? Non. Il n'y a pas de négociation, il y a simplement eu finalement quoi ? Un diktat, une volonté unique, pardon, hein, mais... C'est-à-dire, le conflit, on va en parler, fait qu'il n'y a plus d'interlocuteurs d'un côté, que la polarisation a conduit le groupe le plus extrémiste à prendre le pouvoir, à la fois à Gaza, le Hamas, mais plus généralement. Et comme l'objectif de tout le monde, c'est de mettre de côté le Hamas, le détruire idéalement, il n'y a plus aucun interlocuteur. Donc il faut réinstaurer un interlocuteur et en même temps décider qu'on va faire la paix, mais du coup, il n'y a personne pour discuter des paramètres de la paix. Donc, c'est un cessez-le-feu, encore une fois, c'est très bien, mais comme on n'a pas posé depuis 30 ans les questions qui peuvent permettre de résoudre la guerre va continuer. Carole, là-dessus, vous êtes d'accord ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que, alors déjà, c'est la question qui concerne uniquement Gaza, donc à aucun moment dans les fameux 20 points présentés par Trump, il est question de la Cisjordanie, donc qui est complètement effacée. Et puis, c'est aussi une pression sur les pays voisins, donc notamment le Liban, qui a très très peur, là aussi, d'une recrudescence de la violence et des attaques, puisque les attaques, ça continue dans le sud. Donc oui, une paix, non. Une paix, en disant que Trump, son objectif, c'est d'imposer un cessez-le-feu qui dure, parce que lui, il souhaite, et c'est pas une lubie, avoir le prix Nobel de la paix. Lui, il en est persuadé. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Et encore une fois, c'est pas un délire de sa part, enfin même si ça peut paraître délirant quand même, mais c'est ce qui le pousse à vouloir exercer une pression sur notamment aussi Netanyahou, entre autres, hein, pas seulement, mais alors on va dire, on va pas lui retirer le fait qu'il ait réussi à imposer un cessez-le-feu, mais ce n'est pas du tout la paix. Premier point donc, d'un côté on claironne, c'est la paix. En réalité, dites-vous, ce n'est qu'un cessez-le-feu, il durera ce qu'il durera, mais on ne peut pas appeler ça une paix parce qu'elle n'a pas été négociée. Partons maintenant sur place, Carole. Et vous revenez du Liban, vous y étiez encore il y a 4 jours, et vous dites que quand on voit les choses de beaucoup plus près, Hakim, vous pouvez intervenir sur ce point aussi, bien sûr, mais lorsqu'on voit les choses de plus près, vous dites, oula, mais il y a de nombreuses ruptures, de nombreuses cassures sur le terrain. Allons-y, vous allez nous guider, tous les deux, vous allez nous guider. Carole, tout d'abord. D'accord. Alors, je vais commencer par le Liban. Là aussi, on ne va pas se leurrer, lorsque Nasrallah a été tué, ce qui paraissait totalement invraisemblable, et notamment l'affaire des beepers, les 3000 beepers qui ont explosé, plus le lendemain, c'était les talkie-walkie, c'était digne d'un scénario.
une grande partie des Libanais se réjouissaient de ça. Mais on va dire que la réjouissance a été de courte durée parce que tout de suite, il y avait l'inquiétude de ce qui allait se passer encore après. C'est-à-dire qu'effectivement, la mort de Nasrallah, ça va être le déclencheur aussi d'une guerre. Et là aussi, la guerre n'est pas finie. C'est juste un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui n'est pas respecté. On en parle peu dans les médias, mais le sud, vraiment l'extrême sud du Liban, continue à être bombardé toutes les semaines. La première semaine où j'y étais, j'étais 15 jours, on a eu le droit aux drones qui survolaient Beyrouth. Il y a également un drone qui a lâché une grenade sur la Finule, dans le sud. La Finule a répliqué, a abattu le drone. Donc il y a une inquiétude qui monte. Alors certains Libanais ont très peur qu'il y ait une invasion totale du pays. J'y crois peu. Par contre, une pression beaucoup plus forte et des bombardements beaucoup plus forts sur le sud, sur la Beka et encore certains quartiers, évidemment, du Hezbollah. Oui, mais il y a une rupture. C'est-à-dire que tous les Libanais ne sont pas unanimes. De même aussi, j'en profite pour préciser un autre aspect qui me paraît important, c'est qu'on a tendance à assimiler tous les chiites au Hezbollah, et c'est loin d'être le cas. Et le Hezbollah n'est pas détruit, c'est-à-dire que la milice armée a pris quand même une claque monumentale, mais le parti est toujours bien là, bien présent. Et les ruptures, c'est aussi les autres pays, notamment l'Iran. L'Iran qui est quand même qui est à l'origine de la création du Hezbollah, où là, on a des ruptures profondes. On y vient dans un instant. Hakim, juste sur le Liban, si vous avez un mot sur cette première fracture. Alors le Liban, je vais faire le lien justement, on en parlait avec l'Iran. Pour comprendre ce qui se passe, il faut se dire qu'on a des gens qui sont des très très bons tacticiens et des très mauvais stratèges. Des très très bons tacticiens, notamment les Israéliens, parce qu'ils ont réussi à mettre à bas une bonne partie du pouvoir iranien, une bonne partie de ceux qu'on appelle leurs proxys, donc le Hezbollah au Liban, les Houthis dans une certaine mesure au Yémen, avec un élément, c'est la force. Et une force extraordinairement performante qui a bluffé absolument tous les observateurs, les militaires, les spécialistes, les agences de renseignement, etc. Le problème, c'est que la force sans la stratégie, ça mène pas très loin d'une certaine manière. Parce que pour résoudre des conflits, il faut être capable à un moment de parler et puis de donner des horizons. Et la force qui consiste à dire je vais tout écraser et tout le monde va avoir peur de moi, je vais être le nouvel hégémone de la région, en fait, ça crée plutôt de l'inquiétude chez ceux qui étaient prêts à vraiment signer des traités avec les Israéliens. Ils l'ont fait, par exemple, les Émiratis, mais ceux qu'on attendait tous, c'était les Saoudiens. Maintenant, les Saoudiens, ils ont peur des Israéliens, presque autant que des Iraniens. Et comme les Américains veulent plutôt travailler avec les Saoudiens, les gens du Golfe, parce qu'ils considèrent qu'il y a des perspectives économiques extrêmement importantes, quand les Israéliens ont bombardé le Qatar, où il y a une base américaine, en fait, les gens du Golfe, les Saoudiens ont signé 15 jours après un accord nucléaire avec le Pakistan pour pouvoir utiliser la bombe pakistanaise qu'ils ont financée. Et l'ensemble des pays du Golfe se sont dit, bon, maintenant, il faut peut-être qu'on travaille un peu plus ensemble et qu'on considère qu'on a deux adversaires systémiques, enfin, en tout cas un adversaire iranien, mais qu'en fait, on ne peut pas avoir complètement confiance dans les Israéliens. Et ça, c'est dommage parce que les Israéliens pouvaient vraiment construire un axe de paix avec les gens du Golfe. Poursuivez, Carole. Vous pouvez reprendre, bien sûr. Attendez, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a suivi. Je ne suis pas sûr. Si je redemandais, reformulez-moi la chose, je ne suis pas sûr qu'on serait bon là-dessus. On vous a suivi, mais on n'a pas retenu. Ce que je retiens, moi, c'est la complexité des cassures que vous nous donnez à lire. Poursuivez, Carole. Alors, donc je vais brouiller encore plus les cartes. Allons-y. L'Arabie Saoudite, en fait, ça fait 2 ans qu'elle était en pourparlers pour signer cet accord avec le Pakistan. Et l'Arabie a volontairement choisi, c'est-à-dire qu'elle a avancé son calendrier pour annoncer la signature de l'accord, parce qu'il y a eu cette attaque à Doha, contre donc le bureau politique du Hamas qui était à Doha. Et en fait, les États-Unis restent l'allié, indéniablement, par rapport aux monarchies du Golfe. Mais il y a quand même
Il y a eu quelques mésaventures, il y a eu un désenchantement depuis quelques années déjà de la part des monarchies du Golfe vis-à-vis de l'allié américain. Et notamment, ça a commencé pour l'Arabie Saoudite en 2018 avec l'affaire Khashoggi. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Ce journaliste saoudien qui a été dissous dans les tuyauteries du consulat saoudien à Istanbul. Là aussi, c'est digne d'un film. Et donc, à partir de là, en gros, c'était fini. Mohamed Ben Salman, MBS, était blacklisté. Et il y a eu un mois après le G20. Et les dirigeants de l'Occident lui ont un peu, on va dire, tourné la tête. En tout cas, se sont détournés de lui. Et celui qui s'est rapproché de MBS, c'est Poutine, qui lui a vu une occasion à saisir. Et cet événement-là, plus le retrait qui a été quand même assez catastrophique des États-Unis de l'Irak, en partie, parce qu'il y a encore des troupes américaines. Là-dessus, le retrait des États-Unis d'Afghanistan, qui a été encore plus catastrophique. Et bien là, les monarchies du Golfe ont commencé sincèrement à se poser des questions et se dire qu'il fallait peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier et varier les alliances. Et il y a eu 2 autres événements qui ont renforcé, en tout cas, cette dynamique de la part des monarchies. En 2019, les infrastructures de la société pétrolière Aramco saoudienne ont été attaquées par des drones qui venaient du Yémen, et Trump a condamné, mais l'Arabie s'attendait à ce qu'il y ait une réplique. Et Trump a déclaré qu'il ne répliquerait pas, que c'était des grands, c'était à eux de se débrouiller. Et 2022, c'est pareil, l'Émirat d'Abu Dhabi qui a été attaqué par des drones, il n'y a eu aucune réplique. Donc il y a eu vraiment un désenchantement. Mais encore une fois, on ne va pas lâcher l'allié américain parce qu'il a quand même des moyens colossaux, mais on va varier les alliances et notamment, alors le Trump 2, deuxième mandat, on voit bien que c'est une diplomatie qui est totalement disruptive et transactionnelle. Et il y a un pays qui a bien compris ça, ce sont les Émirats arabes unis, qui ont compris l'ADN de cette politique-là. Et évidemment, bon, ils s'arrangent avec ça. L'Arabie aurait souhaité, elle, plus de stabilité. Mais l'Arabie, alors ça revient encore une fois à la complexité, l'Arabie a renoué le dialogue avec l'Iran, et cette fois via la Chine. Et quand on entend dire, je vais un petit peu plus loin, désolée, je suis très bavarde, que les États-Unis souhaitent se retirer de la région du Moyen-Orient, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis ne veulent plus s'engager dans une guerre au Moyen-Orient. Et Trump l'a dit très clairement, lui d'abord, il veut la paix, parce que lui, c'est le business qui l'intéresse. D'abord, il gère la diplomatie comme s'il gérait une entreprise. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que les États-Unis n'ont pas intérêt à se retirer de la région. D'abord, ils sont présents dans beaucoup de bases, parce qu'il y a la Chine qui, elle, guette. Donc, la nature a horreur du vide, on le sait très bien, ça aussi. Donc, ce sont des relations complexes. Hakim. Pour aller dans le sens de ce que disait Carole, il faut bien comprendre, quand il y a géopolitique, il y a énergie qui en général n'est pas très loin. L'alliance traditionnelle des États-Unis et des États du Golfe est fondée sur l'alliance pétrolière. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole. Ils n'ont quasiment plus besoin du pétrole du Golfe. Mais ils ont besoin d'être dans le Golfe parce que le Golfe est le premier fournisseur de leur adversaire systémique, les Chinois. Et donc, disons, contrôler, être présent militairement dans le Golfe et puis sur toute la route qui mène du Golfe en passant par le détroit de Malacca jusqu'à la Chine, ça leur permet de contrôler l'accès des Chinois à l'énergie. C'est pour ça que les Chinois construisent des infrastructures extraordinaires terrestres pour ne pas dépendre des Américains. Mais il faut voir que la stratégie américaine a bougé. Ils sont passés d'une stratégie où ils avaient besoin de protéger leur sourcing, leur approvisionnement pétrolier, à une stratégie où ils sont là pour contrôler l'approvisionnement de leurs adversaires. D'où la fureur de Trump quand les Indiens achètent du pétrole aux Russes. Et les Indiens, il n'est pas impossible que demain ils achètent du pétrole aux Chinois qu'ils l'auront acheté aux Russes. En fait, ce monde-là, ça fait vraiment partie des ruptures. Le Golfe était tourné vers l'Occident, maintenant le Golfe est quasiment entièrement tourné vers l'Asie. C'est 80% du pétrole du Golfe est vendu en Chine, au Japon, en Corée, en Inde. Et donc, ça change les alliances et ça explique aussi
la nouvelle indépendance des monarchies vis-à-vis des Américains. Ils n'ont pas condamné la guerre en Ukraine. Et ils sont à tuer et à toi avec Poutine, d'où aussi, on l'a vu au début du mandat de Trump, les discussions en Arabie entre les Russes et les Américains sur l'Ukraine, sans les Ukrainiens. Voilà. Donc là, il y a vraiment, enfin, le Golfe est redevenu d'une certaine manière plus central qu'avant parce qu'il est moins dépendant des Américains. Et il sert aussi de médiateur parce qu'il est équidistant des intérêts américains et puis des intérêts chinois et asiatiques. Merci beaucoup de nous éclairer. Franchement, c'est intéressant. J'ajoute une chose. Allez, on ajoute une couche, on va sur le terrain. J'aimerais, sur la sociologie, le rôle des femmes, leur statut, leurs convictions éventuellement, leur révolte peut-être, Carole. Alors, je vais prendre en exemple 2 pays Bien qui sûr. me semblent essentiels à ce niveau-là. L'Iran, d'abord. Alors, il faut savoir que c'est quand même le pays où le niveau de l'éducation est un des plus élevés dans la région. 63% des étudiantes sont des étudiantes. Alors, il y a évidemment un taux de chômage considérable. Et c'est un pays qui est en proie alors, à une crise interne profonde, en plus de la crise externe, puisque l'Iran a perdu justement l'allié Bachar al-Assad, le Hezbollah qui s'est pris quand même un grand coup. Et l'Iran est en crise, donc est en proie à une crise, enfin multiples crises avec la société. On a une société qui est en révolte, on a une société qui est jeune. On a quand même plus de 60% des Iraniens qui ont moins de 30 ans. On a cette révolte Mahsa Amini qui a commencé donc en septembre 2022, à la suite de la mort de Mahsa Amini. Et aujourd'hui, donc, il y a eu une telle répression face à cette révolte qu'on est passé à un stade au-dessus, c'est la désobéissance civile. Donc on contourne. Et aujourd'hui, dans les rues de Téhéran, alors je parle bien de Téhéran et les grandes villes, pas le reste de l'Iran, on a entre 60 et 70% des femmes qui sortent à l'université ou au travail non voilées. Elles savent ce qu'elles encourent, mais donc là, il y a un pas qui a été franchi. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, là aussi, depuis quelques années, on a un pays qui est en train de bouger. Contrairement aux Émirats et au Qatar, où aux Émirats et au Qatar, c'est 90% de la population, ce sont des expatriés ou des travailleurs, on va dire, de terrain, des domestiques. En Arabie Saoudite, on a 80% de Saoudiens. Donc ça fait une grosse différence. Et c'est une société jeune, là aussi. C'est-à-dire que plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Et MBS, c'est lui qui est vraiment aux manettes du pouvoir. Depuis 6 ans, amorce des transformations en profondeur. Alors, ça reste un État autoritaire, mais où aujourd'hui, les femmes n'ont plus besoin de l'autorisation du mari, du père pour travailler. Elles n'ont plus besoin de l'autorisation pour voyager. MBS est en train de faire construire, alors là aussi, beaucoup d'universités qui ne sont plus spécifiquement des universités spécialisées sur la théologie. Il tente d'attirer là aussi des grandes écoles. Donc on a une société qui est en évolution permanente. Les femmes ont le droit de conduire. Bon, alors là, on va dire que ça reste quand même si aux yeux de l'Occident, c'est un élément extrêmement important, certes, c'est un élément important, mais il ne l'a pas fait uniquement pour faire plaisir aux femmes, puisque c'était aussi un coût. C'est-à-dire beaucoup des chauffeurs étaient d'origine pakistanaise. Donc c'était aussi une main-d'œuvre qu'il fallait importer. Et donc ce pays avance. On a aussi un narratif depuis quelques années en Arabie Saoudite qui reste la terre des 2 lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Mais on a un narratif aujourd'hui où MBS tente de, on va dire, souder la population autour d'une question nationale, c'est-à-dire c'est une société qui est tribale et lui, bien sûr, le pays reste un pays musulman, reste la référence pour l'islam, mais il veut sortir de cette tradition conservatrice qu'est le wahhabisme et donc il a mis, on va dire, au frais un certain nombre de prédicateurs assez radicaux et donc son objectif, c'est de construire une nation et de se projeter.
de se projeter dans l'avenir. Et alors, le fait qu'il y ait ces transformations en Arabie Saoudite, et donc des ruptures aussi par rapport à la tradition, mais ça se sait aussi en Iran, et donc ça renforce un désir de cette jeunesse de sortir d'un régime qui est plutôt un régime, on va dire, phallocratique, plutôt une sorte, vous m'excuserez du terme que je vais utiliser, un EHPAD, c'est-à-dire que celui qui dirige le guide suprême a 86 ans, donc complètement déphasé par rapport à une jeunesse qui, elle, n'a pas connu la révolution, n'a pas connu la guerre Iran-Irak. Et donc là, on a aussi, ça bouge, c'est-à-dire qu'effectivement, ils utilisent les réseaux sociaux. Et donc, ça renforce aussi ce désir de faire tomber un jour ou l'autre ce régime. Donc, on a des ruptures profondes dans la société. Et je voudrais rajouter un tout petit point là aussi, puisque quand il y a eu l'attaque du 7 octobre et la réplique d'Israël, c'est vrai que les dirigeants arabes, il y avait un certain silence. Et une gêne aussi, puisque les Émirats ont signé les accords d'Abraham, le Maroc aussi, et sachant qu'au Maroc, une bonne partie de la population est en désaccord avec ça. L'Arabie, où on espérait, enfin, côté israélien, qu'il y ait cette signature des accords d'Abraham, MBS est obligé de tenir compte aussi de sa jeunesse. Et en Arabie Saoudite, même si la question palestinienne n'est pas centrale, la jeunesse reste attachée à cette question. Mais ça ne doit pas masquer autre chose, c'est-à-dire que ça fait déjà des années, on va dire 6-7 ans, que l'Arabie Saoudite investit dans des fonds de pension, notamment celui de Jared Kushner, où il y a des intérêts israéliens assez importants, et il y a beaucoup d'entreprises israéliennes qui investissent aussi en Arabie Saoudite par le biais de sociétés plus ou moins écran, notamment sur tout ce qui relève des technologies. Donc, de toute façon, par l'économie, il y a déjà un rapprochement. Politiquement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hakim, sur ce point-là ? Un petit mot peut-être sur la question des femmes, qui est absolument stratégique, parce que Carole l'a dit, ce qu'elle a dit sur l'Iran, c'est vrai en gros dans tout le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a 60% d'étudiantes à l'université. Le taux de fécondité a considérablement baissé partout. Bon, en Tunisie aujourd'hui, il y a 1,7 enfants par femme. Au Maroc, on est à 2. En Iran, on est à 1,8. On est à peu près au niveau de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de familles où il y a 2 garçons assurés, quand il y a moins de 2 enfants par femme. La troisième chose, c'est que la hausse du niveau éducatif des femmes, dans un contexte où la croissance est faible à peu près partout, à part les monarchies pétrolières, fait que les femmes doivent travailler. Et effectivement, le permis de conduire autorisé pour les femmes, c'est une façon, en fait, de baisser le coût du travail des femmes et de leur donner accès au travail plus facilement. Et du coup, il y a une recomposition à l'intérieur des familles et dans toutes les sociétés de la région. En fait, il y a un rapport de force entre les hommes et les femmes. Et pour moi, l'islamisme, c'est quoi ? C'est une idéologie qui est utilisée par les femmes au moment où la place des hommes, par les hommes, au moment où la place des hommes est questionnée par la transformation sociale. L'islamisme, ça existe depuis un siècle. C'est devenu une idéologie vraiment puissante depuis 20 ou 30 ans. Bon, à partir du moment où il y a eu cette transformation démographique. Donc, dans le conflit dont on parle, il y a des conflits extérieurs, mais il y a aussi des conflits intérieurs. Et ces conflits intérieurs, ils ont des impacts politiques, idéologiques extrêmement importants. Et les dirigeants, ils doivent en tenir compte. Les Saoudiens, par exemple, en fait, je pense que sans MBS, le système de la famille saoud aurait explosé. C'est la jeunesse, en fait, il est le produit de la jeunesse autant qu'il est celui qui guide le pays aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce premier décryptage. Il paraît peut-être un peu complexe, mais si vous voulez, il y a plusieurs puissances telluriques ou plusieurs étages qu'il faut avoir. Le premier, c'est celui des grandes puissances. Retenons-en 3, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et ici, les 3 sont évidemment sur ce territoire du du Proche-Orient, et on vous a expliqué comment et pourquoi. Ensuite, vous avez la deuxième grande tension, qui est une tension pétrolière.
pétrolière et économique. Ici encore, avec parfois des intérêts divergents par rapport au premier étage. Ensuite, on descend encore, et là, quand on descend encore dans cette marqueterie de tension, on obtient ici ce que vous avez dit sur, d'un côté, Israël, de l'autre côté, une absence d'autorité pour pouvoir négocier une paix, mais encore une fois, un coup de clairon de la part des États-Unis de façon à bien affirmer que la paix était là, alors même que ce n'est qu'une trêve et on ne sait pas combien de temps, encore une fois, elle va durer. Et puis, quand on descend dans la sociologie, vraiment, là, on retrouve d'autres aspects encore, d'autres tensions, et vous nous avez dit à la fois la place très importante des femmes, la place très importante de l'éducation et de la jeunesse. Nous sommes d'accord ? À peu près, à peu près. Deuxième partie. Tout ceci, maintenant, nous le voyons de loin. C'est dans nos entreprises. Nous avons des personnes de religion musulmane, nous avons d'autres juives, peu importe, voilà, nous avons tout cela. Et évidemment, ces conflits-là, ou ces tensions-là, ces ruptures-là, vont avoir des impacts dans les esprits et dans les cœurs. Alors expliquez-nous maintenant la deuxième marqueterie. Comment notre société est-elle impactée ici ? Hakim. Alors c'est compliqué, mais on peut essayer de comprendre. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre ? Un choc très important pour la communauté juive. En Israël, évidemment, l'attaque la plus importante, la plus violente, la plus meurtrière, plus que la guerre de 67 ou la guerre de 73. Donc la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis le sentiment que Israël, qui avait été construit pour être un havre de sécurité, un abri, ne répondait plus à cet espoir. Et puis de l'autre côté, dans le monde arabe, l'idée que la guerre reprenait et que cette guerre, c'était finalement celle des Arabes contre les Juifs, des Palestiniens ou des Gazaouis contre les Israéliens, et d'une certaine manière, un rejeu ici. Ici, avec un conflit à la fois métaphorique, mais pas seulement, entre les Juifs et les Arabes. Dans un contexte où la France, c'est la plus grande communauté juive d'Europe, à peu près 500 000 personnes, et puis la plus grande communauté musulmane d'Europe aussi, à peu près 6 millions de personnes. Et donc, l'idée ou la crainte que ce qui se passait là-bas, ça pouvait se jouer ici. Avec, je disais que ce n'était pas seulement métaphorique, parce que une des conséquences du 7 octobre, ici, c'est la montée très forte des actes antisémites. Et des actes antisémites physiques, pas seulement des insultes, pas seulement des actes antisémites physiques. Avec en face le gouvernement qui condamne, qui en fait celui-là, mais depuis 25 ans, est confronté à un nouvel antisémitisme, qui n'est pas l'antisémitisme que l'on connaissait traditionnel d'extrême droite, qui est un nouvel antisémitisme avec d'autres populations, une partie d'entre elles étant probablement de confession musulmane, mais à mon avis, c'est une erreur de faire le lien direct, parce que cet antisémitisme-là, il ne va pas chercher dans l'islam des raisons de son comportement, de son agressivité. Je pense que c'est un antisémitisme qui est fondamentalement un antisémitisme de ressentiment, et qui construit le monde en disant, finalement, il y a eux et puis il y a nous. Nous, on est des marginaux, on est à la périphérie, on est dans les banlieues. On est les Gazaouis de la France. Et puis il y a eux, c'est le fantasme, les Juifs dirigent, les Juifs... Et s'ils dirigent, c'est une chose, mais surtout, si on est dans la situation dans laquelle on est, c'est parce que eux l'ont décidé. Et ça crée énormément de violence. Et cette violence latente, d'une certaine manière, elle a été révélée par le 7 octobre. Et face à ça, on a des pouvoirs publics qui en fait sont très impuissants parce que ils ont les outils d'avant. Qu'est-ce qu'on a fait contre l'antisémitisme ? On a dit, on va diffuser la mémoire, l'histoire, et notamment l'histoire de la Shoah, pour dire, regardez où mène l'antisémitisme. Et avec un objectif, c'est plus jamais ça. Ce nouvel antisémitisme, en fait, il est complètement sourd à ça, parce qu'il dit, mais la Shoah, c'est pas nous, c'est vous.
Et pourquoi vous nous le faites payer, y compris au Proche-Orient, où finalement les Européens, à bon compte, ont donné un havre aux Juifs, mais sur le dos des Arabes, pas sur le dos des Européens. Ça, c'était le discours des ministres arabes en 1948, au moment de la création d'Israël. Et donc, je crois qu'on a un très gros travail à faire ici, à la fois pour comprendre l'articulation entre le conflit là-bas et le conflit ici, et puis surtout pour trouver des outils pour répondre. Parce que l'antisémitisme, c'est une plaie, évidemment, pour ceux qui en sont victimes, mais c'est une plaie pour l'ensemble de la cohésion nationale. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un groupe social, quel qu'il soit, qui puisse être menacé pour ce qu'il est. Et face à ça, malheureusement, on est très démunis. Et on est très démunis d'abord parce que je crois qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Merci beaucoup. Une chose cependant, j'aimerais une toute petite précision. Vous avez dit, vraisemblablement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous assistons donc à un nouveau sentiment, tout à fait nouveau, antisémite, qui n'est plus basé lui-même sur ce que l'on avait connu historiquement. Sur quoi vous basez-vous? Quelles sont les études qui donnent une réalité à cette représentation? Alors, il y a des enquêtes d'opinion qui mesurent les biais antisémites. Donc, où on prend des comportements, des clichés en fait, hein, et puis on regarde, on fait des tris, on regarde des gens qui sont, enfin, on les interroge sur leurs opinions politiques en gros, puis après on les interroge sur la façon dont ils peuvent percevoir telle ou telle communauté, notamment la communauté juive. Et on voit très bien qu'il y en a vraiment deux. L'antisémitisme d'extrême droite, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas du tout disparu. Mais il y a un antisémitisme qui a un mélange d'extrême gauche sur la fascination, la construction du juif qui a de l'argent, le capitalisme, etc. Et puis il y en a un qui est lié au sentiment de périphérie, les banlieues, où il y a un mélange identitaire musulman à l'évidence, où il y a une résonance avec le conflit israélo-palestinien, qui reprend les mêmes thématiques, mais encore une fois, qui surtout construit l'image de si on est dans cette situation, c'est-à-dire rejeté, c'est à cause de ceux qui dirigent, et ceux qui dirigent, ce sont les Juifs. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réussir à casser, mais ça veut dire un appareil d'action complètement différent de ce qu'on mobilise aujourd'hui. Carole, à plusieurs reprises, vous avez opiné du chef. Oui, alors moi je voudrais justement rebondir sur tout ce qui a été dit par rapport à quelle vision au Proche Moyen-Orient ils ont de cette, on va dire, polarisation de ce qui se passe en France. Alors il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension par rapport notamment à un mélange de deux mots. Il y a joie au Liban, hein, c'est ce que j'ai eu comme retour, hein, mais également avec d'autres personnes en Arabie Saoudite, c'est pourquoi est-ce qu'en France, il y a une loi qui considère que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Or, ce sont deux choses très différentes. C'est-à-dire que l'antisionisme, c'est contre l'État d'Israël. Ce n'est pas contre les Juifs. Et là aussi, il y a un élément qui me semble important à préciser, c'est qu'en Israël, vous avez une partie de la communauté donc juive israélienne qui est anti-sioniste. Ils vivent en Israël, mais ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël tel qu'il a été créé, puisqu'ils attendent que ce soit la création de la main de Dieu. Donc c'est vrai que ça peut paraître très paradoxal. Donc ils sont juifs, donc sémites, antisionistes. Je me souviens le premier voyage que j'avais fait en Iran, c'était à l'époque où Ahmadinejad était le président en Iran, donc qui n'était pas le plus ouvert, et qui organisait donc une conférence internationale chaque année où il faisait venir des rabbins israéliens antisionistes en Iran. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu le spectacle, c'est quand même assez curieux d'avoir ça. En Iran, là aussi, ce que j'avais comme retour d'Iraniens qui insistaient bien, ils disent « Nous, on n'est pas du tout contre les Juifs. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Iraniens antisémites, attention. Nous, on est contre Israël. Voilà. Donc, nous, on n'a rien contre... Il y a une communauté juive importante aussi en Iran, qui vit là depuis des siècles. Donc, c'est ce mélange des genres. Et encore la dernière fois, quand j'étais au Liban, j'ai un étudiant, parce que je donnais un séminaire
un des étudiants libanais, et un étudiant qui me dit bon, madame, on est bien, on est d'accord, les Arabes sont bien un peuple sémitique. Je dis oui. Donc, on est d'accord que si on dit qu'on est antisémite, il faut aller consulter un psychiatre. Je dis, j'irai peut-être pas jusqu'à vous conseiller ça, mais effectivement, c'est-à-dire, il y a vraiment une incompréhension. Il y a une incompréhension de cette récupération en France, et en France, c'est vrai qu'il y a quand même, sur cette question d'Israël et la Palestine, c'est très passionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler tranquillement, de manière apaisée, de ce conflit. En fait, il y a presque une injonction à choisir son camp. Oui. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel, mais je rebondis sur ce que dit Hakim, et notamment son livre, de revenir aux sources et de revenir sur l'histoire. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est absolument une abomination, mais comme ce qui se passe sous nos yeux est aussi une abomination, c'est une étape d'un conflit qui dure depuis 70, 80 ans. Enfin, même, on peut faire remonter les origines au 19e siècle. Hein. Donc, voilà, ça aussi, c'est un élément qui me semble important. Je retiens en tous les cas cette notion de nouvel antisémitisme. Et vous dites les moyens d'hier ne sont plus là pour pouvoir contrer ce sentiment et rétablir, en fait, finalement, un lien et le vivre ensemble. Et ma question est la suivante. Nous avons ici des chefs d'entreprise, mais on peut également peut-être se mettre à la place des politiques. Je vous y en prie, faites-le, éventuellement. Que faire ? Que faire ? Parce qu'encore une fois, sur le concret, sur le terrain, parfois j'ai des discussions, des déchirures, des tensions. J'en ai parfois. Bien. On n'aborde pas, on ne dit rien ? Alors, dans les entreprises, ce sujet-là, franchement, il vaut mieux le laisser à l'extérieur. Parce qu'il est tellement passionnel, tellement clivant, les gens ne se comprennent tellement pas. C'est d'ailleurs, enfin, c'est l'essence de ce conflit. Il dure depuis si longtemps parce que les uns et les autres dénient à l'adversaire, supposé adversaire, le fait même d'exister. En tout cas, d'exister là où il est. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut éviter d'aborder. Il y en a un autre qui est connexe, c'est l'islam. Mais l'islam, c'est pas un sujet à l'extérieur des entreprises. Maintenant, c'est un sujet bien souvent à l'intérieur. Pour une raison simple, c'est qu'il y a à peu près 10% de la population française qui est musulmane. Les musulmans, contrairement aux autres, ont une caractéristique, c'est que plus ils sont jeunes, plus ils sont pratiquants. Et ils sont beaucoup plus pratiquants que les catholiques. Les catholiques, aujourd'hui, c'est la moitié de la population française. Parce que chez les musulmans, on a en gros 2/3 de pratiquants. Ça se mesure de différentes manières, notamment par le ramadan. Mais du coup, ça donne une actualité, une présence, une quotidienneté. Et ça, pour les entreprises, c'est nouveau. Souvent, les dirigeants n'ont pas l'expérience de populations musulmanes pratiquantes. Il y a des règles de laïcité. La laïcité, c'est un principe de liberté. C'est un principe de liberté qui est limité par le respect des autres, le respect d'un certain nombre de règles, etc. Et donc, l'islam, on ne peut pas laisser, ça dépend des entreprises, des secteurs, évidemment, mais en général, on ne peut pas laisser le sujet à l'extérieur de l'entreprise. Ça se règle notamment parce que la loi El Khomri, on peut édicter une charte de la laïcité en gros, qui dit ce qu'on peut faire et ne pas faire, qui donc donne des précisions par rapport au cadre législatif qui est lui assez flou, et donc il faut réussir à en parler. Voilà. Et le principe sur tous ces sujets, c'est qu'il faut en parler calmement. Il faut créer des espaces qui permettent de discuter, de poser les problèmes quand il y en a. Il y a des cas nouveaux qui se posent. Et puis surtout, il faut éviter la confrontation. Et pour ça, il faut en général un peu de connaissance. Merci beaucoup, Hakim. Vous avez le mot de la fin, Carole. Voilà, ce sera la même question. Je sais que c'est une question, là encore, à 1000 aspirines, mais voilà, que conseiller, nous avons des chefs d'entreprise en face de nous. Alors peut-être pour avoir une meilleure approche de la région, s'il y avait des conseils à donner, ça serait déjà de ne pas considérer que la région est figée, de ne pas voir cette région comme un ensemble homogène, et notamment ne serait-ce que la péninsule arabique. C'est aussi extrêmement diversifié. On a tendance à mettre toutes ces monarchies dans le même sac, dans le même bain.
c'est aussi, on est de plus en plus donc dans des alliances bilatérales, et que aujourd'hui, il ne faut pas considérer que ce qu'on voit actuellement, ce qui semble être acquis, est acquis définitivement. Donc, accepter qu'on est aussi dans une zone et une perception du monde qui est de plus en plus, on va dire, pragmatique, de moins en moins figée, et qui est aussi une région avec laquelle il faut compter, puisqu'on a des puissances aussi qui sont incontournables, et ne pas assimiler la population, ces sociétés civiles, aux dirigeants. Parce qu'on a la voix qu'on entend, puis il y a celle qu'on n'entend pas. Et celle qu'on n'entend pas, c'est celle-là, je pense, qu'il va falloir surveiller, observer avec la plus grande attention. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir vos intervenants. Merci beaucoup.